Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Elisa Gemet, qui est de l'ADEME et qui va vous présenter un webinaire sur cette nouvelle obligation de déclaration des emballages professionnels. Avant toute chose, on va commencer par le droit de la concurrence. Dans les réunions TLF sont autorisés les échanges relatifs aux données publiques, aux données agrégées, aux données non stratégiques et aux données historiques. Sont interdits car prohibés par le droit de la concurrence tout échange relatif aux données privatives, aux données individualisées, aux données sensibles et aux données récentes. Si ces sujets étaient abordés, nous mettrions un terme à la réunion. Ce ne sera évidemment pas le cas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'accueillir Elisa Gemet, qui va vous présenter les nouvelles obligations de déclaration des emballages professionnels avec des obligations à échéance, des obligations de déclaration qui s'appliquent dès 2024. Donc, il faudra être attentif. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, filmé à des fins de diffusion à nos adhérents. Donc pour le transmettre à ceux qui n'auraient pas pu participer. Voilà, cette information est en fait. J'ai le plaisir de vous présenter Elisa Gemet, qui est chargée de projet réemploi et emballage à la direction de la supervision des filières REP, responsabilité élargie des producteurs, c'est bien ça? Oui. Voilà, à l'ADEME, et qui a la gentillesse d'animer ce webinaire aujourd'hui. On aura un temps de questions-réponses en fin de présentation. Et peut-être s'il y a des cas ou des typologies de questions un peu spécifiques, on a discuté avec Elisa qui accepte qu'on lui transmette par écrit, par exemple, s'il y a des cas concrets qui sont soumis à analyse, on pourra lui envoyer des cas concrets et côté ADEME, ils nous enverront les réponses. Donc, on n'aura peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais il est prévu qu'on puisse échanger ultérieurement avec l'ADEME. Un grand merci pour cette intervention qui, comme vous le voyez, réunit beaucoup d'adhérents. Donc, je suis ravie que le sujet intéresse. On vous retransmettra évidemment le replay du webinaire pour diffusion dans vos équipes. Et puis, Elisa, si ça vous va, je vais vous laisser la parole. Ok, et donc merci effectivement France, merci de m'avoir introduit. Donc je rappelle juste s'il y en a qui viennent de se connecter. Donc Elisa Gemet, je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je suis arrivée il y a un peu moins de 2 ans à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, qui est donc une instance, une structure d'expertise et d'aide à la décision en matière de réemploi et de réutilisation. De manière donc nationale, et cette instance, elle est pilotée par l'ADEME depuis septembre 2022, depuis son instauration. On est 4 personnes à travailler à l'Observatoire, 2 sur les emballages, dont moi sur les emballages, particulièrement donc sur le réemploi. Voilà, aujourd'hui, moi je suis en charge, particulièrement, entre autres projets, je suis en charge de mettre en place la déclaration du réemploi des emballages cette année, et c'est tout l'objet de ce webinaire, qui est consacré à la déclaration, mais aussi la comptabilisation du réemploi des emballages en 2024. Donc, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, là, j'ai une présentation qui a une 20aine de slides qui vous sera envoyée. Par la suite, vous avez des liens dedans où vous pourrez, voilà, vous aurez tous les liens et toute la présentation à disposition. J'ai 2 grandes parties dans ma présentation. C'est d'abord vous présenter la déclaration, enfin l'obligation et la déclaration de réemploi. Et puis ensuite, j'ai fait un focus sur certains exemples de comptabilisation aussi qui peuvent vous intéresser. Donc c'est parti. D'abord un petit peu de contexte. La France s'est dotée d'une trajectoire nationale de réemploi et de réutilisation des emballages au travers de la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire. Le cap, c'est 10% d'emballages réemployés à mettre sur le marché en 2027 et 5% en 2023. Donc là, on parle d'objectifs qui concernent tous les emballages mis en marché en France, que ce soit des emballages à destination des ménages ou des emballages à destination des professionnels, que ce soit des emballages primaires, secondaires ou tertiaires, c'est tout emballage confondu, quels que soient les secteurs d'activité.
Et on parle d'objectifs en unités et pas en tonnage. L'ADEME a été missionné, donc là, ça, c'est des objectifs qui ont été fixés par décret. J'ai indiqué ici le décret, c'est le 2022-507 exactement, publié le 8 avril 2022. Dans ce décret, en fait, l'ADEME est missionnée par l'État donc pour évaluer la trajectoire nationale en 2023 et puis les futures années. Mais finalement, la suite de la présentation, je vais rentrer plus dans le détail pour répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire qui sont les producteurs qui vont être concernés par cette trajectoire et donc par cette comptabilisation et ce suivi des emballages. Quels emballages sont pris en compte pour regarder cette trajectoire, qui doit comptabiliser donc et remonter la donnée, communiquer les données d'emballage mises sur le marché. Donc, hop, première partie sur d'abord la déclaration et particulièrement qui est concerné par cette déclaration. À compter de 2023, c'est tout producteur qui met sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an qui est concerné par une obligation de mise sur le marché d'emballage réemployé et doit effectuer dès 2024 une déclaration annuelle de ces données d'emballage. Quand on parle de producteur, on parle d'un professionnel qui emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ou tout importateur d'un produit emballé mis sur le marché en France. Si le producteur ou l'importateur n'a pas pu être identifié, c'est la personne responsable de la première mise sur le marché de l'emballage en France qui est considérée comme étant le producteur. Donc, par exemple, concrètement, ça veut dire que là, qui va être concerné par cette déclaration? On a mis quelques exemples. Donc, par exemple, quel que soit le secteur d'activité, ça va être des industriels qui fabriquent des produits et qui les emballent. Ça va être des distributeurs, des commerces, des restaurants qui emballent des produits et qui les mettent, qui les vendent, par exemple, à des consommateurs. Ça va être les marketplaces également, les plateformes logistiques, et puis je vais revenir là-dessus plus précisément dans la slide suivante, puisque c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Les plateformes logistiques, elles seront concernées si elles conditionnent des produits dans des emballages. Donc cette condition, elle est importante et je reviens dessus juste après. Pourquoi on a mis exclu les fabricants d'emballage et les gestionnaires d'emballage? C'est parce que ceux-là, en fait, ne vont pas mettre sur le marché des produits dans des emballages. À partir du moment où ils ne conditionnent pas un produit dans un emballage, ils ne mettent pas en marché un emballage, donc ils ne sont pas concernés par la déclaration de cet emballage. Il y a vraiment un acte de conditionnement d'un produit dans un emballage pour que on parle de mise sur le marché d'un emballage et donc qu'on soit concerné par la déclaration. Pareil, le pooleur qui gère un parc d'emballage et qui fournit à ses clients des emballages de location, par exemple des palettes, c'est pas une mise sur le marché d'un produit emballé. Donc, de la même manière, c'est pas des emballages qui seront concernés par la déclaration. Si vous voulez en savoir plus sur vos obligations, vous pouvez consulter du coup le décret 2022-507 dont je parlais tout à l'heure, qui du coup encadre vraiment la réglementation du réemploi et qui encadre toute cette présentation et les études qu'on a fait relativement au sujet du réemploi des emballages. C'est vraiment le texte de référence que vous pouvez aller consulter si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, pour revenir sur le cas des plateformes logistiques, est-ce que vous êtes concerné par la comptabilisation et la déclaration? Donc, comme je le disais, une plateforme logistique, elle est concernée si elle conditionne des produits dans des emballages. Donc, concrètement, si on prend un exemple d'un carton, d'un emballage de colisage, un carton, si la plateforme logistique conditionne des produits dans ce carton, c'est elle-même qui conditionne les produits dans un carton, afin de les expédier ensuite à un client. Dans ce cas, elle est metteur en marché de cet emballage de ce carton, et donc elle est responsable de le comptabiliser et ensuite de le déclarer. Puis on verra par la suite à qui déclarer, etc.
Au contraire, si la plateforme logistique n'effectue pas de reconditionnement d'un produit avant de l'expédier, par exemple, elle reçoit une palette de produits d'un fournisseur, enfin d'une entreprise A, et qu'elle ne touche pas du tout à cette palette avant de l'expédier, elle ne comptabilise pas cet emballage, elle ne comptabilise pas d'emballage mis en marché, parce qu'elle n'a effectué aucune opération de reconditionnement. Donc là, j'ai mis en schéma, en fait, enfin, ce que je viens de dire, c'est-à-dire on a une entreprise A qui, fait transiter des produits emballés, via une plateforme logistique. Si C effectue un reconditionnement, d'emballage, donc un reconditionnement de produits dans des emballages, C va devoir comptabiliser ces nouveaux emballages, mis sur le marché. S'il n'y a pas de reconditionnement, C fait juste transiter vers B, l'entreprise B, les emballages, et bien dans ce cas, C ne comptabilise pas d'emballage mis sur le marché. Je vais continuer sur la déclaration, donc à qui les producteurs concernés par la déclaration du réemploi, à qui doivent-ils faire cette déclaration et qu'est-ce qu'ils vont devoir déclarer? Donc juste pour rappel, vous êtes concerné par la déclaration si vous conditionnez au moins 10 000 unités de produits dans des emballages par an. Donc à qui vous allez devoir déclarer, ça dépend du type d'emballage que vous mettez sur le marché. En effet, on va avoir tous les emballages qui relèvent du périmètre, d'un éco-organisme agréé d'une filière REP et tous ceux qui ne relèvent pas du périmètre d'une filière REP existante. Donc je m'explique. Sur les emballages qui relèvent du périmètre d'un éco-organisme agréé d'une filière REP. Aujourd'hui, les filières REP agréées pour les emballages, c'est les 3 REP suivantes, les emballages, la REP, pardon, des emballages à destination des ménages, la REP des contenants et contenus des produits chimiques et la REP produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Je vais l'appeler REP bâtiment pour simplifier par la suite. Ces 3 REP-là, elles ont dans leur périmètre des emballages. Et aujourd'hui, il existe d'ailleurs la déclaration des emballages des ménages, elle existe aujourd'hui sur les emballages qui sont à usage unique, qui sont neufs, mais elle existe. Ces emballages, donc ces filières REP-là, tous les emballages qui relèvent du périmètre de ces filières REP vont devoir être déclarés par les producteurs à l'éco-organisme de la filière REP concernée. Donc si vous mettez sur le marché des emballages à destination des ménages, par exemple, vous allez devoir déclarer ces emballages-là en 2024 à Citeo, l'Eco ou Adelph, qui sont les éco-organismes agréés de la filière REP des emballages des ménages. Et puis ensuite vient tous les emballages qui ne relèvent pas du périmètre d'une filière REP existante. En fait, c'est tous les emballages dits professionnels. C'est comme ça que je vais les appeler par la suite. Concrètement, c'est les emballages industriels et commerciaux, les EIC, et les emballages utilisés ou consommés par les professionnels de la restauration. En fait, tous ces emballages-là, c'est des emballages à destination des professionnels. Donc, à contrario des emballages à destination des ménages, là, cette fois-ci, on parle des emballages à destination des professionnels, qui sont utilisés ou consommés par un professionnel. Ces emballages-là, aujourd'hui, ils ne sont pas sous le périmètre d'une REP, puisque la REP des emballages industriels et commerciaux, elle sera en place au 1er janvier 2025. Et en attendant la mise en place des REP, l'ADEME, l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, précisément, a mis en place une solution transitoire pour que les producteurs puissent déclarer ces emballages en 2024. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, les emballages à destination des professionnels sont à déclarer à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation de l'ADEME en attendant la mise en place des REP. Il y a aussi le cas des structures collectives, puisqu'en fait, effectivement, le décret réemploi, donc le décret 2022-507 que je citais tout à l'heure, a introduit la possibilité aux producteurs de se regrouper au sein d'une structure collective et donc, à cet effet, de pouvoir déclarer à cette structure collective les emballages professionnels
que le producteur met en marché. Donc c'est une déclaration soit à l'un, soit à l'autre. Si on déclare à la structure collective, on ne déclare pas à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Et inversement, si on déclare ses emballages professionnels à l'Observatoire, on ne déclare pas à la structure collective. Du coup, juste pour revenir sur cette notion de structure collective, en fait, ça peut être une fédération professionnelle ou un éco-organisme, par exemple, en dehors de sa catégorie d'agrément. Si vous voulez en savoir plus sur les obligations de la structure collective, voilà, vous pouvez aller consulter toujours le décret de référence, le décret réemploi. Dans la suite de la présentation, du coup, moi, je vais me focaliser sur la déclaration des emballages professionnels à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, puisque voilà, c'est celle que l'ADEME met en place cette année et celle pour laquelle voilà, je peux vraiment vous en dire plus sur comment déclarer. Pour toutes les questions que vous aurez sur les autres cas, donc les déclarations aux éco-organismes et aux structures collectives, je vous invite du coup à directement vous adresser à l'éco-organisme auquel vous êtes adhérent. Donc, précisément sur la déclaration en 2024 du réemploi des emballages professionnels à l'Observatoire du réemploi. Il y a certaines choses qu'il faut savoir avant de déclarer. Et d'ailleurs, la première des étapes, ça correspond en fait à toutes les déclarations. Avant de déclarer, bien entendu, il faut que vous soyez en mesure de suivre vos emballages et de les comptabiliser. Donc, on parle bien des emballages mis sur le marché. Pour faire cela, l'ADEME a publié l'année dernière des fiches méthodologiques, des méthodologies de comptabilisation concrètement, pour que les producteurs, par exemple vous, plateforme logistique, puissiez comptabiliser vos emballages en fonction des emballages que vous mettez sur le marché. Donc il existe un rapport et des fiches méthodologiques. Je vous invite à vraiment consulter les fiches méthodologiques qui sont plus synthétiques et qui sont vraiment à destination des producteurs pour comptabiliser selon les cas, selon les emballages que vous mettez sur le marché. Je dirais d'ailleurs que je ne l'ai pas inclus dans la diapositive, mais s'il y a 2 fiches qui vous intéressent en particulier, il y en a les fiches 1 à 8 et vous, je pense que c'est les fiches 1 et 7 qui vous intéressent en particulier. La fiche 7 qui correspond en fait à la mise sur le marché d'emballages professionnels et comment on les comptabilise. Il y a aussi une FAQ qui est complémentaire au rapport et aux fiches. Donc, si vous avez des questions qui ne sont pas traitées, je vous invite à aller consulter la FAQ en priorité. Et puis, on a aussi réalisé une vidéo de 20 minutes qui vous permet en fait d'appréhender déjà, d'en savoir un peu plus sur vos obligations et d'appréhender un peu mieux comment lire les fiches méthodologiques et où trouver l'information. Ça vous permet d'avoir déjà un tour d'horizon de la comptabilisation et du coup de vous aider à la lecture des fiches. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, c'est comptabiliser vos emballages. La deuxième étape, c'est avant de déclarer, on vous invite vivement à consulter notre guide d'aide à la déclaration. Du coup, il est disponible sur cette page, donc j'ai remis le lien. C'est une page dédiée à la déclaration sur le site de l'Observatoire du réemploi. Le guide d'aide, il est disponible en téléchargement et il vous permet vraiment de comprendre quelles données vont vous être demandées, comment remplir, si vous avez voilà, un doute sur le remplissage. Normalement, la réponse est dans notre guide d'aide à la déclaration, donc je vous invite vraiment à le télécharger, à en prendre connaissance avant de déclarer. Et puis, je rappelle juste quelques éléments principaux sur cette déclaration. À l'Observatoire, la déclaration, elle est à réaliser par un SIREN, donc une entité juridique qui correspond à un SIREN. Enfin, si vous êtes concerné par le cas d'un groupe, une société mère qui dispose de plusieurs filiales avec des entités juridiques, donc des SIREN différents, vous pouvez choisir de déclarer soit au niveau de la société mère du groupe ou soit au niveau des filiales. Par contre, la déclaration d'un établissement,
donc qui est affiliée à un SIRET, celle-ci n'est pas autorisée. Donc c'est vraiment la déclaration par un SIREN. Ensuite, un rappel aussi de ce qui est indiqué dans le guide d'aide à la déclaration, mais c'est important. Le producteur va déclarer en 2024 les données d'emballage professionnel mis sur le marché en 2023. Donc là, je parle toujours bien de la déclaration à l'Observatoire. Donc c'est les données de mise sur le marché en 2023. Et pour rappel, dans cette déclaration à l'Observatoire, vous devez déclarer vos emballages professionnels, mais ne pas déclarer les emballages qui relèvent du périmètre d'une filière REP existante. Donc c'est ce que j'introduisais tout à l'heure dans la slide précédente. Tous les emballages à destination des ménages, les emballages de la REP produits chimiques et emballages de la REP bâtiment ne sont pas à déclarer à l'Observatoire. Et puis, si vous participez à une structure collective, de la même manière, ne déclarez pas de nouveau vos emballages professionnels à l'Observatoire. Ensuite, on a une boîte mail d'assistance qu'on a créée spécialement pour la déclaration du réemploi. Donc ça peut vous permettre notamment sur des exemples un peu de comptabilisation. Je pense notamment si voilà, vous avez des doutes sur la comptabilisation, on peut y répondre. Donc n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Et puis si vous avez aussi des doutes sur le remplissage de la déclaration, c'est pareil, vous pouvez également nous contacter à cette adresse. Ensuite, quand vous êtes prêt, enfin, vous pouvez déclarer. Donc là, j'ai remis le lien de la déclaration. Dans la slide suivante, je vous montre des captures d'écran juste de à quoi ça ressemble. Mais vous pouvez aller sur le lien. Tant que vous n'avez pas cliqué sur enregistrer, votre déclaration n'est pas enregistrée. Donc, vous pouvez consulter, si vous le voulez, les différentes pages du questionnaire de déclaration. Sachant que dans notre guide d'aide à la déclaration, on a aussi inclus toutes les captures d'écran de l'outil. Donc, vous pouvez aussi visualiser directement dans le guide d'aide à la déclaration. Et puis, il est important de noter aussi qu'une fois que vous avez enregistré votre déclaration, vous recevez sur votre adresse mail, vous allez devoir renseigner une adresse mail professionnelle pour recevoir une attestation de déclaration. Donc c'est important pour de pouvoir conserver le fait que vous avez bien déclaré cette année. J'ai noté vérifier vos spams parce que je pense que potentiellement aujourd'hui, enfin voilà, c'est possible que ça atterrisse dans vos spams, donc je préfère le noter. Surtout, pensez à vérifier vos spams. Et juste, je ne l'ai pas dit, c'est tout en haut de la slide, mais la déclaration est ouverte depuis la semaine dernière, le 15 février, et elle est ouverte jusqu'au 30 avril 2024. Donc, vous pouvez déclarer vos emballages professionnels jusqu'au 30 avril 2024. Je vais juste vous montrer, donc là, rapidement, à quoi ça ressemble. On travaille avec un prestataire, on a travaillé avec un prestataire qui s'appelle Le Sphinx pour créer ce questionnaire. Donc il y a plusieurs pages, il me semble qu'il y a 7 pages environ, avec une introduction et puis voilà, vous voyez des cases à remplir en fonction de votre situation. En termes de confidentialité, je vais juste pour préciser, donc on travaille avec le Sphinx, qui est du coup un institut de logiciels d'enquête. Et de par notre marché qu'on a passé avec ce prestataire, le Sphinx a des obligations de confidentialité et s'est engagé à assurer la confidentialité des données déclarées dans le cadre de cette déclaration, de cette prestation qu'ils ont avec nous. Concernant l'utilisation des données déclarées, les données déclarées par l'ensemble des producteurs, elles seront compilées et traitées par l'ADEME dans le but donc d'évaluer une proportion nationale d'emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023 et donc dans le but d'évaluer l'atteinte ou non des 5% en 2023 notamment. Ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, c'est qu'aucune de vos données ne sera divulguée de manière individualisée, bien entendu. L'ADEME publiera des données agrégées à l'ensemble des déclarations qu'elle aura reçues. Aucune donnée individualisée ne sera bien entendu divulguée. Voilà sur ça. Je n'ai
pas plus sur la déclaration. Peut-être que ça vaut le coup qu'on fasse une passe de questions avant que je passe à la deuxième partie. Je me dis que c'est peut-être plus propice. Oui, très bien. Alors, est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions, des interrogations? Bonjour, je vais avoir une question également. Je pense que vous avez déjà répondu, mais je préfère, être sûr de moi. Donc je suis une plateforme logistique, je fais partie d'un groupe en fait de plateformes logistiques. Du coup, donc la déclaration par exemple enfin j'ai une partie en fait qui va, être déclarée, via ce groupe et une partie en fait qui est, une activité qui est «hors groupe» entre guillemets. Du coup, pour éviter les doublons, il faut que je me rencarde vraiment avec, le groupe, savoir si en fait c'est à eux de déclarer ou c'est à nous, quoi. On est Mmh. d'accord là-dessus, c'est le principe? OK. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, il faut que vous voyiez en interne, enfin, avec, votre groupe, comment ils veulent aussi fonctionner pour la déclaration et c'est bien, du coup, une déclaration au niveau d'un SIREN. OK, Donc ouais. il faut éviter tout doublon. Enfin, OK, c'est exactement ça, ouais. Mmh. super, merci. Pour ma part, j'ai aussi une petite question. Quand vous avez parlé des volumes à déclarer auprès de chaque éco-organisme auprès duquel enfin soumis à REP, enfin les produits soumis à REP, vous avez cité sur une ligne séparée les emballages ménagers où il y avait Citeo et où il y a la ligne sur les produits et matériaux de construction du bâtiment, où là on a Oui, d'autres catégories de produits. ouais. On ne parle pas forcément d'emballage là, puisque sur cette catégorie-là, comment dire? On déclare plutôt des matériaux type acier, enfin de la matière. Mmh. Donc, je comprends pas dans quelle mesure on les intègre. Oui, alors effectivement, j'ai volontairement pas forcément, trop explicité ce cas parce que je me demandais si, du coup, certains d'entre vous seraient ou pas concernés. Oui. En fait, donc très bien, vous posez la question. En fait, là, je vais indiquer qu'il s'agit de la famille 2C de l'article R543-289 du code de l'environnement. Mmh. Cette famille, je me l'étais notée, c'est, famille 2C, c'est les mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leurs contenants, hors produits chimiques. Et donc en fait, cette famille de C, elle est, spécifique et dans D'accord. cette famille va être inclus les emballages des, produits type mortier, enduit, peinture, vernis, résine et cetera. Et c'est pour ça que, il y a juste cette famille de C où dans le périmètre de la REP, donc bâtiment, on va avoir des emballages qui sont dans le périmètre de cette REP. De l'organisme, d'accord. Voilà et donc ces emballages de produits, mortiers, enduits et cetera, il va falloir les déclarer du coup à l'éco-organisme, un éco-organisme agréé de la filière REP bâtiment. Mais c'est du coup très spécifique Très effectivement. spécifique. Ouais, c'est des Parce que nous, emballages qui sont primaires. on a Ouais, des produits qui relèvent de cette, qui sont soumis à REP, oui, dans le cadre de cette catégorie, mais enfin pas en famille de C. Donc en fait, d'accord. d'accord, ça rentrera pas dans le périmètre Non. là d'emballage et de réemploi. Ce qui veut dire qu'on aura emballage des ménages et en fait tout ce qui pour ces produits-là, ils passeront dans la déclaration auprès de l'ADEME en fait, Et oui, c'est l'Observatoire ça. de réemploi, OK, Ouais, exactement, exactement. d'accord. Puisqu'ils ne seront pas concernés par la famille de C, en fait, ça sera des emballages, du coup, à destination des professionnels, si je comprends bien. Ça sera, à destination des professionnels, oui. Ou des ménages peut-être. Peut-être qu'il s'agira d'emballages à destination des ménages. Mmh. Enfin, en tout cas, oui, ça sera effectivement, ça sera plus concerné par, la catégorie REP, PNCB. OK, c'est clair, merci. Mmh. Bonjour, j'avais une Bonjour. question également. Quand les emballages ne servent pas à commercialiser des produits, mais que, c'est les emballages qui sont la marchandise, est-ce qu'il faut les déclarer? Alors si l'emballage enfin si du coup c'est en fait on la définition de l'emballage, c'est d'acheminer, contenir des marchandises, des produits, pour, enfin voilà, enfin c'est vraiment cette notion, un emballage, c'est quelque chose qui emballe un produit, qui permet l'acheminement, la protection d'un produit, jusqu'à sa vente. Hem Et donc à partir du moment où là, on parle d'un en fait, d'un objet, presque, d'un objet qui Oui, va si en avoir fait une fonction plus on tard. vend des cartons en fait, par Ah exemple, ou oui. des enveloppes. Et bah, oui, effectivement, ça, du coup,
On ne considère pas que c'est de l'emballage à proprement D'accord. parler pour l'instant. C'est un produit en fait. C'est effectivement comme C'est un le produit. produit, d'accord. Et c'est Ouais, plutôt du coup ensuite l'utilisateur de ce carton qui le déclarera lui comme un emballage parce qu'il va vendre quelque chose dedans. exactement. D'accord, très bien, merci. Bon, donc j'avais une question dans les lectures. Dans mes lectures, j'ai entendu parler de l'emballage faisant l'objet au moins une deuxième réutilisation pour un usage de même nature. Mm. Dans le cadre de nos activités, on récupère du matériel de clients sur lequel on intervient dans un atelier. Donc on le sort de son emballage et on le réintègre dans son emballage quand il n'y a pas de modification importante sur le matériel. Celui-ci est-il considéré comme du réemploi d'emballage? Alors, est-ce que vous pouvez juste répéter l'exemple? Oui, on reçoit Ouais. du matériel de nos clients emballé Mhm. dans carton. Mhm. D'accord. Donc on déballe le matériel. Mm, mm, mm. En fait, on a deux utilisations. On déballe le matériel, il y a une intervention sur le matériel, on le réemballe dans son carton d'origine et on l'achemine chez nos clients, pas chez le client clients finaux, on va dire. Mm. D'accord. Et accessoirement, il arrive parfois que le carton qui a été utilisé, qui a été déballé la première fois, soit réutilisé, mais pour d'autres types de matériel. Mhm. Ok. Oui, effectivement, ça c'est un usage de même nature. Donc, Enfin, sur ça, effectivement, puisque c'est un carton qui a donc déjà été utilisé une première fois, mis en marché une première fois, que vous l'utilisez à nouveau pour le remettre sur le marché. Il s'agit bien effectivement d'un emballage, d'un carton qui sera considéré comme réemployé. la notion de mise sur le marché, c'est quoi exactement? C'est à partir du moment où il sort du producteur? Oui, C'est ça? alors ça je vais expliciter la notion de mise sur le marché. D'accord. Effectivement, je ne l'ai pas inclus dans la présentation, mais je pense que ça manque, je vous la rajouterai. Mais la mise sur marché d'un emballage professionnel, c'est Mhm. quelque chose qu'on a défini dans notre étude comptabilisation parce qu'effectivement, c'est une notion qui n'existe pas, enfin, c'est une définition qui n'existe pas aujourd'hui. La mise sur marché d'un emballage professionnel, ça correspond à l'acheminement d'un ou plusieurs produits emballés et à un acte d'achat ou une cession, à titre onéreux ou gratuit, entre deux entités de SIRET différents. D'accord. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cet acte d'achat, de cession d'un produit emballé pour qu'il y ait mise sur le marché. Et on a introduit le fait que voilà, c'est entre deux établissements différents, il faut que ce soit des SIRET différents. Si Mhm. c'est interne à l'entreprise, un contenant qui est vraiment voilà, interne au process, qui sert à la manutention, ce n'est Ça sera pas pas du comptable. coup une mise sur le D'accord. marché. Voilà. Et dans la discussion justement avec le client en question, notre client donneur d'ordre, lui, il me parlait de la réutilisation des emballages à l'identique du neuf. Ça vous parle ça ou pas? C'est-à-dire, Que seul l'emballage pouvait être réutilisé si il restait dans on va dire, dans les caractéristiques de sa mise sur le marché. Nous, par défaut, il nous arrive de les découper, les cartons, pour réemballer d'autres matériels. alors, Et eux me disaient, et donc notre client m'expliquait que dans ce cas-là, eux ne comptabiliseraient pas le carton à partir du moment où il était, entre guillemets, dénaturé. parce que vous découpez le carton Bah, pour emballer pour des pièces plus petites, par exemple. Ouais, je ne saurais pas vous répondre là tout de suite. D'accord. C'est juste sur la découpe du carton. En fait, on parle de quel type de découpe? C'est juste, on enlève une partie et enfin, comment vous procédez un peu Vous voyez une boîte en carton sans fond, d'accord, Ouais. donc qui emballe le matériel. Et par exemple, des matériels beaucoup plus petits, on va découper le carton de manière à ce que le matériel puisse entrer soit dedans ou être enveloppé par le carton pour être protégé pendant le transport. D'accord, ok. Bon, je me le note. Merci. Merci. Je vais avancer et puis on se reposera les questions ensuite. Vous pourrez me reposer les questions. Ça marche. Alors, donc, hop, je reprends juste mes notes. Voilà.
Donc sur la question de la comptabilisation. D'abord, je voulais introduire les définitions, puisque c'est important. C'est, effectivement ce que chaque entreprise doit pouvoir suivre. C'est ces 3 données suivantes. On a d'abord les emballages dits réemployables et qu'on a appelés, nous, les emballages même réemployables neufs, puisqu'il y a une distinction entre emballage réemployable neuf et emballage réemployé. Un emballage réemployable, la définition du code de l'environnement, c'est la suivante. C'est un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc ça, c'est la définition de l'emballage réemployable qui est inscrite dans la réglementation. Maintenant, pourquoi on introduit le caractère neuf de l'emballage? C'est pour indiquer tous les emballages réemployables qui sont mis sur le marché pour la première fois. Donc ils sont neufs. Les emballages réemployés, quant à eux, sont mis sur le marché au moins pour la 2e fois. Et c'est dans ce sens-là où on les distingue avec les emballages réemployables neufs. Donc l'emballage réemployé, la définition provient cette fois-ci du décret réemploi que je citais au début. C'est un emballage qui a été conçu pour être réemployable et faisant l'objet d'au moins une 2e utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Donc ça, c'est les 2 premières données que vous allez devoir suivre dans le cadre de la déclaration du réemploi. Et puis, il y a la 3e donnée qui sont tous les emballages dits perdus. On les appelle, nous, les emballages à usage unique. Et donc, par opposition, c'est un emballage qui n'est pas un emballage réemployable. Donc ça, c'est juste en termes de définition. Ensuite, je vais introduire un exemple de charge palettisée. Comment on compte par exemple, si je mets un cas concret de palette avec 6 cartons, des intercalaires horizontaux et puis, ces 6 cartons sont posés sur palette, comment je compte? Juste, du coup, par rapport à vos questions, du coup, de transfert de propriété, ça sera répondu dans la slide d'après. D'abord, là, je prends juste un exemple sur comment on compte un emballage et dans le 2e exemple, je dirais qui compte quels emballages? Parce que du coup, la nuance est quand même importante. Donc là, si on prend juste, très factuellement, comment on compterait, cette charge palettisée? Ce qu'il faut, d'abord comprendre, et ça on l'a bien inscrit dans notre guide d'aide à la déclaration et aussi surtout dans la comptabilisation, donc l'étude, de la comptabilisation du réemploi des emballages. Les EIC, pardon, les emballages industriels et commerciaux, ils se comptent par unité. Quand on parle d'un emballage primaire, on va compter par unité de vente. Donc par exemple, si je prends le cas, d'un carton dans lequel on insère un produit dedans, potentiellement on a mis des chips de calage, voilà, dans ce carton-là. On comptabilise le carton qui est donc considéré comme l'emballage primaire parce qu'il est en contact direct avec le produit. On le comptabilise par unité de vente. Les emballages secondaires et tertiaires, ça va être un peu différent parce que l'unité de vente, elle n'a pas vraiment de sens pour ces emballages-là. On va comptabiliser par emballage. Donc ça veut dire que concrètement, une palette est égale à une unité à comptabiliser. C'est un emballage à comptabiliser. Un intercalaire horizontal, c'est un emballage à comptabiliser. Un film de palettisation, c'est un emballage à comptabiliser. Et donc ça, je vous invite je fais référence à l'étude comptabilisation. Là, je vais juste vous montrer du coup 3 exemples. Comment on comptabiliserait ces exemples-là? Donc dans le premier, on a 6 cartons sur sur une palette avec 2 intercalaires horizontaux. Les cartons, ils font office d'emballage primaire. Ils emballent, par exemple, une pièce mécanique, donc qui n'est pas elle-même emballée. Voilà, c'est ce qui est représenté par le symbole P. Donc, dans ce cas-là, on va comptabiliser une palette, 6 cartons et 2 intercalaires horizontaux.
Si je regarde le deuxième exemple, ici, on a un film qui entoure la palette. On a 4 cornières qui permettent voilà, de protéger les cartons. On a un intercalaire horizontal. Donc là, ici, on comptabilise une palette, 4 cartons, 4 cornières. Chaque cornière est comptabilisée à l'unité et on comptabilise un intercalaire horizontal et un film. Pour le dernier exemple, là, on a rajouté une sangle autour du film de palettisation. Et puis, on a cette fois-ci, au lieu des cornières, on a une coiffe. Cette fois-ci, on va comptabiliser une palette, 4 cartons, une coiffe, un intercalaire horizontal, un film de palettisation et une sangle. Donc là, ça introduit voilà, de manière un peu générique. Enfin, c'est un exemple, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres d'ailleurs dans l'étude comptabilisation et dans le guide d'aide à la déclaration. Voilà, ça introduit de manière assez générale la philosophie de comment on compte les emballages concrètement sur des charges palettisées. Et puis du coup, là, je vais en venir à cette notion de transfert de mise sur le marché d'emballage et puis de transfert de propriété entre différentes entreprises. Donc là, on se met dans un cas où on a A et B qui sont 2 entreprises résidentes en France qui veulent donc commercialiser leurs produits. On a C, la plateforme logistique, et D, qui est un destinataire professionnel qui va utiliser et consommer les produits, et D, qui est un professionnel. Donc A va vouloir vendre son produit à D en le faisant transiter par une plateforme logistique. Donc A, là dans cet exemple, j'ai mis une palette avec un carton et un produit, on va dire que c'est un jouet, un produit qui est emballé dans une sache plastique. Quand A va donc mettre sur le marché ces emballages, c'est-à-dire que, en fait ici il y a la définition, A va céder, va transporter, acheminer un produit emballé et le céder, il va y avoir un acte d'achat par D de ce produit emballé. A et D ont des sirettes différents dans l'exemple. Donc là, A va mettre sur le marché cette palette, ce carton et cette sache plastique. Donc A va compter la palette, le carton et la sache du produit A. De la même manière, si on reprend B, l'entreprise B, cette fois-ci, B a 2 palettes. Chacune a un carton avec 2 produits emballés de B. Donc là, ce que B, quand il va le mettre sur le marché pour le vendre à D, B va mettre sur le marché donc 2 palettes, 2 cartons et 4 saches. 4 unités de vente. Ensuite, donc, ces emballages vont transiter par la plateforme logistique et C va effectuer ou non du reconditionnement d'emballage. Dans un cas, ici par exemple, C va récupérer un carton de produits de B sans effectuer aucun reconditionnement. Elle va le mettre sur une palette et puis elle va effectuer un conditionnement dans un des cartons de B. Elle va enlever un produit de B, elle va y ajouter le produit de A. Je crois que du coup, on peut appeler ça du picking, mais je ne suis pas sûre du terme, mais je dirais que c'est peut-être la notion de picking. Donc, C va prendre un produit de A et un produit de B pour le mettre dans un carton. Et ces 2 emballages vont être conditionnés sur une palette. Et puis, il y a le cas où il me reste un produit de B. Donc, C va prendre un nouveau carton, un carton neuf, va le mettre sur une palette et puis va mettre donc le produit de B dans ce carton qui va être palettisé. Donc là, finalement, C va comptabiliser que ce qu'elle a reconditionné dans des emballages. Donc concrètement, elle va compter la palette schématisée en vert et le carton, puisqu'il y a eu un conditionnement de produit à l'intérieur. Et elle va comptabiliser la palette et le carton dans lesquels elle a reconditionné également des produits.
Alors, juste, j'ai mis le texte explicatif dans la slide. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire, mais juste formulé différemment. Vous pourrez le reprendre comme ça quand vous aurez la slide après le webinaire. Mais voilà, du coup, est-ce que c'est plus clair peut-être par rapport aux questions de transfert de propriété et qui compte quoi? Peut-être qu'il y a des éclaircissements que vous aimeriez avoir. Je pense que on peut prendre vos questions, enfin je peux prendre vos questions maintenant, si vous en avez. Moi, j'ai une question. Par rapport, là, vous dites que CP doit recompter un carton, puisqu'il utilise un nouveau carton pour stocker le produit restant. Alors, il Pardon, il le stocke pas, c'est peut-être ça que j'ai pas bien dit. C'est envoie à D ces produits-là. C'est envoie tous ces produits-là à D. Enfin, oui, en fait, c'est la commande qu'il a reçue, disons, de B, d'envoyer un produit B à D. Et du coup, si, imaginons que la commande ne contient pas le produit qui est dans le carton vert et qu'il décide de stocker ce produit dans le carton dans lequel il est arrivé, quand il va repartir, si elle l'expédie dans ce même carton, il fait quoi? Parce que j'avoue que là, pour moi, c'est un peu... Donc, si on imagine que, en fait, C stocke ce produit-là, c'est ça? Oui, c'est ça, dans le carton dans lequel il est arrivé, parce qu'il n'a pas d'intérêt à en utiliser un autre. Je suis pas sûre de. Désolée, je suis pas sûre de comprendre. C'est-à-dire que pour des économies d'emballage, il va conserver le carton dans lequel il est arrivé. Ah oui. Et bien effectivement, pour moi, c'est ces exemples en dessous. Je pense que, en fait, c'est que là, j'ai imaginé un cas où C utilise un nouvel emballage parce que il doit utiliser un nouvel emballage pour conditionner ce produit-là. Mais on peut très bien imaginer, effectivement, que C réutilise, par exemple, le carton de A, par exemple, ou que, en fait, c'est ce cas-là où, par exemple, C a récupéré deux produits B emballés dans un carton. Il en a enlevé un du carton et il a rajouté un produit A, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je réfléchis en même temps. Oui, je sais que c'est pas facile à appréhender, ni pour moi. Bonjour madame, on avait aussi une question de notre côté. C'était en ce qui concernait les displays quand on fait des opérations de co-packing ou de conditionnement à façon. On a des box commerciaux qu'on va monter et remplir pour nos clients. Donc ça correspond en fait, j'imagine, à un emballage parce que c'est un ensemble d'intercalaires horizontaux et verticaux qui vont monter ce box dans lesquels on va mettre les produits de nos clients. Ça, on le comptabilise comme un emballage? Alors ça, je pense que si vous avez des photos ou un schéma exactement, je pense que ça pourrait être intéressant justement pour D'accord. que... Donc, Ouais, on vous les envoie par mail à l'adresse, c'est ça que vous aviez donné tout à l'heure? c'est ça, vous pouvez tout à fait faire ça. Je pense que ça sera plus concret. Peut-être qu'on centralise, D'accord. comme ça je pourrais retransmettre en anonymisant bien sûr, mais à tous les adhérents. Si ça vous embête pas, Ah oui. Monsieur Proust, Ouais, pas de de problème. m'envoyer sur mon adresse à moi. Comme ça, moi je renvoie à Elisa, mais ça me permet de pouvoir avoir accès à la réponse et de la diffuser. Aucun problème. Après, c'est les box Merci. commerciaux qu'on retrouve en Oui, magasin chez n'importe quel retailer, hein, mais voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là à c'est faire les box des pour box les commerciaux. opérations promotionnelles, c'est C'est ça? ça, oui, c'est Ouais, ça, c'est dont ça. on parlait hier, Elisa, en fait. Ok. C'est ça. C'est les sortes de présentoirs. Et sinon, j'avais deux autres questions sur les bandes de garantie. J'imagine que ça fonctionne comme les adhésifs de carton, on ne doit pas les comptabiliser quand on a des bandes de garantie sur une palette filmée. Une borne de garantie, c'est une étiquette? Enfin, je suis C'est désolée, un ruban adhésif, c'est un scotch qui va venir garantir l'état du film, en fait, que la palette n'a pas été ouverte avant son arrivée à destination. Non, effectivement, ça c'est donc je l'ai pas précisé là dans ma présentation, mais c'est précisé dans l'étude comptabilisation. C'est un élément qui est considéré comme auxiliaire
D'accord. Voilà, c'est comme une étiquette, une agrafe, un scotch. Voilà, ça c'est des éléments qui sont considérés à comptabiliser avec l'emballage. Donc, par exemple, ici, le film. On Ouais, mais comptabilise seulement un film, enfin, voilà, une unité. ouais, je Ouais. préférais demander parce que c'est vrai que Oui. sur les cornières, par exemple, moi, je n'avais pas considéré ça, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut penser à les compter. Et donc, le cerclage, comme l'adhésif, on ne le compte pas, on le considère comme auxiliaire. Le cerclage, par contre, lui, donc c'est comme une sangle, si je Oui, c'est ça. me trompe Oui, pas. oui, c'est une. Ouais. Et ouais, ben celui-ci, par contre, on compte comme, Ok. comme un emballage. Ouais. D'accord, donc on compte le cerclage, mais pas les ventes de garantie. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Bonjour, une question. Si ce sont des emballages réutilisables, on les compte du coup quand? Donc là, typiquement, je vais faire une palette dédiée pour mon client. Je vais mettre une housse de palette qui sera réutilisée 100 fois, 150 fois. Je le compte la première fois lorsque je l'ai et que je l'ai utilisé neuf, ou est-ce que je On le compte? compte, alors, pardon, on compte à chaque fois qu'on le met sur le marché. Donc, à chaque fois que vous allez vendre cette palette avec cette housse réemployée à votre client, qu'il y a donc cet acte d'achat, enfin cette cession du produit emballé, vous comptez un emballage mis sur le marché. Donc, en l'occurrence, si c'est une housse réemployée, que c'est pas sa première mise sur le marché, vous allez la comptabiliser comme un emballage réemployé. Si vous réutilisez encore cette housse, que vous la repalettisez, etc., vous recomptabilisez un emballage réemployé. D'accord. Voilà, c'est vraiment pas, on considère pas que un emballage va être mis sur le marché une seule fois. Potentiellement, dans le cadre du réemploi, puisqu'il est réutilisé, il est remis sur le marché, donc à chaque fois, on le compte. Ok. Oui, j'avais une autre question. Pour la comptabilisation de ce qui est réemployé, est-ce qu'il faut comme une sorte de, je sais pas, de certificat, ou en fait c'est de l'auto-déclaratif, c'est-à-dire que c'est nous qui disons ben voilà, cette année-ci j'ai réemployé tant de cartons, mais c'est nous qui comptabilisons ça. Enfin, c'est quoi les preuves entre guillemets, ou... Oui, ça c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'effectivement, nous, à l'ADEME, donc dans notre déclaration, c'est donc une déclaration des emballages réemployés que vous mettez sur le marché à l'année. C'est à vous de prévoir un justificatif que ces emballages-là que vous avez mis sur le marché sont bien à caractère réemployé. Nous, l'ADEME, on n'a pas prévu de fournir une sorte de template, enfin une trame pour justifier. Je sais que c'est potentiellement en cours de réflexion chez les éco-organismes. Enfin, nous, à l'ADEME, on n'est pas assez encore staffé pour pouvoir créer ce genre enfin, voilà, amorcé ce genre de justificatif. En tout cas, c'est en cas de contrôle. Enfin, voilà, ayez les justificatifs pour. Maintenant, dans la déclaration à l'observatoire, ce n'est pas quelque chose qui est requis pour déclarer. Oui, bonjour. Moi, je voudrais avoir une petite précision. La comptabilisation justement des emballages se fait uniquement pour des emballages qui restent en France ou en Europe, ou aussi à l'étranger? C'est vraiment les mises sur le marché en France, D'accord, donc métropolitaine et outre-mer. Mais tout ce qui est mis sur le marché à l'étranger, exporté, n'est pas comptabilisé. d'accord. Mm. Merci. Et du coup, dans l'exemple, enfin, je reviens sur ma question de transfert de propriété. Dans l'exemple là que vous montrez, si le propriétaire du produit reste toujours A ou B, et donc en fait que la plateforme n'est jamais propriétaire, c'est quand même la plateforme qui comptabilise les emballages. Que si elle reconditionne des Oui, produits oui, dans si elle des reconditionne. emballages. Oui, ok. Oui, Et oui. si,
Donc si c'est C qui compte et que c'est le client qui achète les cartons. Enfin, en fait, sur certaines plateformes, c'est le client qui achète les consommables et sur d'autres plateformes, c'est la plateforme elle-même qui achète les consommables. Si c'est, enfin, peu importe qui achète, c'est toujours la plateforme ou bien si c'est le client qui achète les consommables, c'est le client qui comptabilise. Peu importe si c'est A ou C qui achète, puisque c'est C qui fait l'acte de reconditionnement, c'est C qui Ok, compte. c'est C qui Ouais. comptabilise. Ok, d'accord, merci. Bonjour. Une petite question sur cette obligation de comptabiliser, si je ne me trompe pas, sur les conditions. C'est à partir du moment où on fait plus de 10 000 produits mis sur le marché par an, qu'il y aurait cette obligation de comptabiliser, sauf que l'unité produit, est-ce qu'on parle du produit en termes de produit contenu ou est-ce qu'on parle de produit d'emballage? Alors, hop, je vais juste revenir. Toc. C'est effectivement. Alors, on parle d'unité de produits emballés. Donc, on parle bien. On parle pas que pas que de l'emballage. On parle bien de l'unité de produits emballés. Votre question précisément, c'est. Imaginons, j'ai 6 articles différents que je vais conditionner dans un carton. Dans ce cas-là, cette fameuse condition de 10 000 unités, est-ce que je compte les articles qui sont à l'intérieur ou est-ce que je compte les cartons que j'utilise pour conditionner? On va compter les articles qui sont à l'intérieur. C'est cette notion un peu d'unité de vente. En fait, il faut se rebaser sur. Donc là, je vous invite à consulter du coup la fiche 1 de l'étude comptabilisation et donc effectivement, je l'ai dit à l'oral. En fait, du coup là, dans votre exemple, on a 6 unités de vente dans un carton. Donc on va comptabiliser les 6 unités de vente, le carton et potentiellement, par exemple, la palette sur laquelle le carton est apposé. Et donc, tout cela, mis tout bout à bout, c'est ce qui rentre en compte dans les 10 000 unités de produits emballés par an. Clair ou pas? C'est-à-dire qu'il faut que je cumule à la fois les produits plus les emballages pour savoir si j'identifie 10 000 unités? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. En fait, oui, c'est unités de produits emballés par les unités de produits emballés. Par exemple, une palette va emballer tout de même, va emballer des produits. C'est pas très clair dit comme ça. En fait, les 10 000 unités de produits, elles sont comptabilisées sur l'ensemble des emballages mis en marché. Donc, que ce soit des emballages primaires, secondaires ou tertiaires. Peu importe le format, peu importe que ce soit à destination des ménages ou des professionnels, c'est tout produit emballé et donc tous les emballages qui les accompagnent. Peut-être que ça mériterait de mettre un cas concret d'exemple pour expliciter un petit peu ça. Si je prends des bouteilles de vin, par exemple, j'ai 6 bouteilles dans un carton et j'ai 100 cartons sur une palette, par exemple, qu'est-ce que je compte? Et le fameux seuil des 10 000 unités, il tient compte de quoi? Seulement les cartons et les palettes? Ou est-ce qu'il tient compte des fameuses bouteilles pour savoir si oui ou non je dois être assujetti à ce comptage? Du coup, ça concerne tout. Les 6 bouteilles fois 100 cartons, plus les 100 cartons, les 600 bouteilles plus les 100 cartons, plus la palette. D'accord, le produit est lui-même considéré comme un emballage. Ok. Donc techniquement, là, dans l'exemple qui vient d'être donné, même si vous vendez que 600 bouteilles par palette, en vrai, vous avez plus que 600 unités de produits emballés. Enfin, vous allez partir du principe que vous avez 600 bouteilles, 100 cartons
éventuellement 3 intercalaires, plus la coiffe, plus le film. Bon, au final, on est du coup à 610, j'en sais rien, mais 710 unités de produits. C'est ça en fait où c'est pas clair. Parce que nous, moi, quand on me dit 10 000 unités de produits emballés, j'ai vendu 10 000 bouteilles, donc j'estime que du coup, j'y suis soumis. Mais en fait, ça se trouve, j'en ai vendu que 8 000, et si je compte l'emballage supplémentaire, j'ai atteint les 10 000. Oui, C'est ça qui est. ouais. Du coup, c'est plus subtil que 10 000 unités de produits. Parce que moi, vous me dites 10 000 unités de produits, j'ai 10 000 bouteilles, c'est 10 000 bouteilles. Je compte 10 000 bouteilles dans mon ERP, quoi. Oui, c'est vraiment une flou encore. Je vous propose que je revienne vers vous sur cette notion exactement, pour en reprenant cet exemple et en précisant exactement. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on avait validé avec le ministère sur le fait que dans ce périmètre des 10 000 unités de produits emballés, on considère bien à la fois les emballages primaires, mais aussi les emballages secondaires et tertiaires. Donc, qui les accompagnent, la palette, le carton de regroupement, etc. Je pense que là, il y a un peu de sujets, non? Enfin, d'un côté, en fait, je pense que là, la question, ça concernait plus ce seuil, on va dire, de 10 000 produits emballés versus, on va dire, quels emballages sont comptabilisés. J'ai l'impression qu'en tout cas, là, la question, c'était plus sur les 10 000 unités de produits. 10 000 unités de produits, ça veut dire 10 000 bouteilles et pas... Et là, on compte pas le carton, mais ensuite, quand on va faire notre comptabilisation, on va compter le carton. Mais pour cette histoire de seuil, c'est juste les produits, non? Justement, Oui. je vais revenir vers vous. Ouais. La question était en effet vis-à-vis du seuil. Après, c'est vrai que l'exemple avec la bouteille, vu que la bouteille elle-même est un contenant et donc un emballage, c'est peut-être ça qui porte à confusion. Et il faudrait prendre un autre article, on va dire, sans Parce que c'est... emballage oui. particulier. Pardon. Dans l'exemple, du coup, la bouteille n'est pas remplie d'un produit? Dans l'exemple que vous preniez? Imaginons c'est une bouteille de vin, mais pour moi, le produit fini, c'est la bouteille avec son contenu, c'est le produit fini. Donc, quelque part, le premier emballage, c'est le carton, et pas la bouteille. Et dans ce cas-là, est-ce que je compte le nombre de cartons et la palette, ou est-ce que je compte aussi le nombre de bouteilles dans cette fameuse notion de seuil? Et voilà. Ouais, je vais reprendre l'exemple et vraiment préciser ça exactement. Si ça vous convient, fonctionner comme ça. Okay, merci. Et du coup, dans la réutilisation des emballages, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup carton, intercalaire, etc. Mais finalement, les palettes, c'est quelque chose sur lequel on est plus habitué à faire du réemploi. On peut, par exemple, comptabiliser tous les cartons, mais ensuite, ce qu'on réemploie, c'est essentiellement des palettes, parce que les palettes, c'est généralement le plus réutilisé. Du coup, c'est un peu celui qui a plusieurs vies. C'est possible de faire, par exemple, que de la réutilisation de palettes, même si on comptabilise tout. Donc la question, c'est est-ce que c'est possible de faire que du réemploi de palettes? Je suis désolée, j'ai pas bien. Non, mais c'est que oui, du coup, effectivement, les palettes, c'est le consommable qui a, on va dire, déjà le plus de vie actuellement. Donc, on peut comptabiliser nos palettes. On peut faire notre chiffre de réemploi à partir du réemploi de nos palettes. Alors, du coup, ça dépend vraiment de votre cas industriel, j'imagine. Donc, oui, en tout cas, le réemploi des palettes, effectivement, rentre bien en compte dans votre calcul de votre taux de réemploi et potentiellement, effectivement, peut vous amener à respecter les 5% par exemple. Ok. Oui, bonjour. J'avais cru voir en fait qu'il y avait une notion aussi de chiffre d'affaires pour faire la déclaration. Je voulais des précisions dessus. Oui, alors effectivement, dans le décret, les objectifs, il y a certains objectifs qui sont introduits de manière individuelle, donc par producteur. Pour notamment en 2023, c'est tous les producteurs qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros qui sont concernés donc par l'obligation de mettre sur le marché au moins 5% de leurs emballages réemployés, en réemploi.
c'est complètement indépendant de la déclaration. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas insisté dessus dans cette présentation, puisque en fait, toutes les entreprises qui mettent sur le marché plus de 10 000 unités de produits emballés par an sont concernées par la déclaration, doivent déclarer dès 2024 leur mise sur le marché en 2023, et certaines d'entre elles, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, dès 2023, peuvent avoir un objectif individuel d'atteinte du 5% d'emballage réemployé. Sachant que cet objectif individuel, juste pour voilà, un peu préciser, si on va un peu plus loin, en fait, le décret a aussi introduit la possibilité de se regrouper au sein d'un éco-organisme, donc pour toutes les filières REP existantes, ou bien d'une structure collective, pour que les producteurs puissent donc se regrouper et que les objectifs, il y a un transfert de la responsabilité de l'atteinte de son objectif individuel à l'éco-organisme ou la structure collective. Et du coup, ça, je vous invite à consulter le décret. Ça relève voilà, plus du réglementaire, donc moins de mon champ d'action de l'ADEME. Mais du coup, voilà, juste pour bien préciser, c'est toute entreprise qui met plus de 10 000 unités de produits emballés par an qui est concernée par la déclaration, et certaines d'entre elles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros qui vont être concernées par une proportion minimale à mettre sur le marché, d'emballage réemployé à mettre sur le marché. D'accord, merci. Bonjour, j'ai une question. Quelles sont les pénalités en cas de non-respect du pourcentage? Alors, en tant qu'ADEME, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'il s'agit d'une interprétation réglementaire. Je sais, on me la pose souvent, cette question. J'ai pris la tâche de la DGPR le ministère, donc la Direction générale de prévention des risques. Sur ce sujet-là, depuis déjà plusieurs mois, c'est quelque chose qui ressort du ministère, donc qui sera répondu dans une FAQ qui est en cours de rédaction. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Mais voilà, il y a des chances que ça soit j'espère dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai pas trop de visibilité sur sa publication. Je sais qu'elle est en cours et que du coup, cette question, normalement, serait traitée dedans, sur le sujet des sanctions. En tout cas, un grand merci, c'était fort utile, très intéressant, et je pense, en tout cas, j'espère que ça a éclairé un peu nos adhérents sur ces nouvelles obligations. J'espère aussi. Merci beaucoup de m'avoir fait participer aujourd'hui. Grand merci.